Ma mère a jeté ma lettre d'acceptation pour la Sorbonne. J'ai découvert la vérité 14 ans plus tard, au mariage de ma sœur, quand ma tante ivre a tout révélé. Ma mère a souri, affirmant que je n'aurais pas tenu un semestre. Mais ce que j'ai tiré de mon sac a effacé son sourire. Je m'appelle Aurélie Fournier et j'ai 32 ans. Il y a 3 semaines, au mariage de ma sœur, ma tante, sous l'emprise de l'alcool, m'a révélé que ma mère avait jeté ma lettre d'acceptation de la Sorbonne 14 ans auparavant, et que tout le monde à table était au courant. J'ai regardé ma mère à travers la salle de réception. Elle n'a pas scié. Elle ne s'est pas excusée. Elle a souri. Puis elle a prononcé 5 mots qui ont défait 14 ans de silence. Tu n'aurais pas tenu un semestre. J'avais passé la moitié de ma vie à croire que je n'étais pas à la hauteur, que j'avais visé trop haut et que l'univers m'avait remise à ma place. Il s'est avéré que ce n'était pas l'univers. C'était ma mère, une boîte aux lettres et une poubelle. Ce que j'ai sorti de mon sac ce soir-là a fait disparaître le sourire. Mais j'y reviendrai. Dernière année au lycée Montaigu, une école suffisamment petite pour que la moyenne générale de chacun soit l'affaire de tous. La mienne était de 16/20. Je travaillais les vendredis et samedis soirs à la pizzeria, chez Marco, pour 6 € de leur plus les pourboires, et j'économisais chaque centime car je savais que personne n'économisait pour moi. Ma mère, Denise, avait un système. Il y avait Chloé, ma sœur cadette, 14 ans à l'époque, et il y avait moi. Chloé avait des cours de violoncelle. Chloé avait un préparateur privé au concours d'entrée. Chloé avait une conseillère d'orientation qui facturait 200 € de l'heure et venait à la maison avec des classeurs à code couleur. Moi, j'avais une pile de brochures d'IUT et de BTS déposées sur mon lit un après-midi sans un mot. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement postulé à la Sorbonne dans son dos. J'ai écrit ma dissertation à la bibliothèque municipale après mes services chez Marco. J'ai payé les frais de dossier avec l'argent des pourboires, 63 € en billets froissés de 5 et 1 € glissés dans une enveloppe. Je n'en ai pas parlé à ma mère parce que je savais déjà ce qu'elle dirait. Elle l'avait dit 100 fois de 100 manières différentes. Tu es le genre de fille qui reste dans la région, Aurélie. Ce n'est pas une insulte. C'est juste qui tu es. Elle le disait comme si elle décrivait la météo, comme si elle lisait un fait au dos d'une boîte de céréales. Le fait est que j'y ai presque cru, presque. Mais quelque chose d'obstiné en moi, quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à éradiquer, a rempli ses formulaires de candidature et a déposé cette enveloppe dans la boîte aux lettres de la poste de la route nationale 7, où elle ne pouvait pas l'intercepter. Je n'en ai pas non plus parlé à Chloé. Non pas que je ne lui faisais pas confiance. Elle avait 14 ans. Elle pensait encore que maman était juste. Et Denise, elle avait sa propre expression pour la différence entre nous. Elle le disait à la famille à Noël, à l'église, au supermarché, Chloé a du potentiel. Aurélie a de la stabilité. Stabilité. Comme si j'étais un meuble. Avril 2012. Chaque jour après l'école, je vérifiais la boîte aux lettres avant d'entrer. Chaque jour, elle était vide ou pleine de choses adressées à Denise Fournier. Denise Fournier. Denise Fournier. Notre boîte aux lettres était au bout de l'allée, une chose verte rouillée avec un drapeau qui ne tenait jamais droit. Ma mère rentrait de son travail au bureau de la circonscription scolaire vers 15h15. Je descendais du bus à 15h40. 25 minutes. C'était tout l'avantage dont elle avait besoin. Je ne le savais pas alors. Je savais juste que la lettre n'était jamais arrivée. Un soir, assise à la table de la cuisine, je lui ai demandé sans détour, quelque chose est venu de la Sorbonne? Elle a à peine levé les yeux du prospectus du supermarché. Rien n'est venu. Je suis désolée, ma chérie. C'est peut-être mieux ainsi. Je suis montée et j'ai pleuré dans mon oreiller, la porte fermée. Elle n'est pas venue voir comment j'allais. Je l'ai entendue en bas au téléphone, la porte de sa chambre se fermant, sa voix basse et rapide. À l'époque, j'ai pensé qu'elle parlait à une amie. Je n'y ai plus pensé pendant 14 ans. Le lendemain matin, une pile de brochures d'IUT et de BTS fraîchement imprimées était posée sur le comptoir de la cuisine à côté de mon bol de céréales. IUT de la vallée du Rhône,
Institut technique régional de Montaigu. Couverture lumineuse, étudiants souriants, tarif de scolarité encerclés au stylo rouge. Elle les avait imprimés la veille au soir. Pendant que je pleurais à l'étage, elle était à l'ordinateur, imprimant mon plan de secours. Je me suis inscrite à l'IUT de la vallée du Rhône cet août-là. Je me suis dit que c'était temporaire. Je me suis dit que je serais transférée. Et pendant un certain temps, je n'ai cessé de me le répéter, jusqu'à ce que la voix devienne de plus en plus faible, et finalement, j'ai arrêté. Je n'ai pas lutté. Je n'ai pas appelé pour vérifier. J'avais 18 ans et ma mère m'a dit que je n'étais pas à la hauteur. Et je l'ai cru. Laissez-moi compresser 14 ans en ce qu'ils ont réellement représenté. Une longue, lente ascension d'un escalier dont quelqu'un vous avait dit qu'il menait à une impasse. L'IUT pendant 2 ans. Transfert à l'Université de Lyon 2. Diplômé en gestion de projet avec 38 000 € de prêts étudiants. J'ai décroché un poste d'assistante administrative dans une entreprise de construction de taille moyenne. Je répondais au téléphone, classais les permis, apprenais à lire les plans parce que personne ne m'avait dit que je ne pouvais pas. À 26 ans, j'étais coordinatrice de projet. À 29 ans, chef de projet. À 31 ans, chef de projet senior supervisant des constructions résidentielles d'une valeur de 3 à 4 millions d'euros chacune. J'ai acheté une petite maison avec un jardin à 15 minutes de l'endroit où j'ai grandi. Je payais mon propre crédit immobilier. Je tondais ma propre pelouse. Et chaque fois que j'atteignais une étape, chaque augmentation, chaque promotion, chaque signature, ma mère trouvait un moyen de le recadrer. C'est bien, Aurélie. Chloé vient d'être promue coordinatrice marketing chez Duval et Associés. N'est-ce pas merveilleux? Tu as acheté une maison. Tant mieux pour toi. Chloé regarde des endroits dans le lotissement de la colline. Un bien meilleur quartier. Ce n'est pas qu'elle m'insultait directement. Elle s'assurait simplement que je connaisse le tableau des scores. Et sur ce tableau, Chloé avait toujours 2 points d'avance. Non pas parce que Chloé l'avait mérité, mais parce que ma mère déplaçait constamment les poteaux. Je n'en voulais pas à Chloé. C'était ma petite sœur. Elle travaillait dur à sa manière. Ce que je me reprochais, c'était de ne pas être assez bien, de ne pas être entrée à la Sorbonne. D'être le genre de fille qui reste dans la région. Cette conviction restait dans ma poitrine comme une pierre pendant 14 ans. Et puis, il y a 6 mois, quelque chose a changé, mais j'y reviendrai. Chloé m'a appelé un mardi de mars. Elle allait se marier. Antoine Dubois, un type bien, travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques, souriait un peu trop, mais sincèrement. Elle voulait que je sois demoiselle d'honneur. Pas témoin d'honneur, ai-je dit, à moitié en plaisantant. Maman gère la majeure partie de la planification, alors elle s'est en quelque sorte attribué ce rôle. Bien sûr, qu'elle l'a fait. J'ai dit oui parce que j'aimais Chloé. J'ai dit oui parce que c'est ce que font les grandes sœurs. 2 jours plus tard, ma mère a appelé, non pas pour me féliciter d'avoir été demandée, non pas pour discuter, mais pour gérer. Aurélie, je dois te faire comprendre quelque chose. C'est le jour de Chloé. Ne le transforme pas en ton propre événement. Je n'ai rien fait, maman. Je sais comment tu peux être. Comment je peux être. La phrase qu'elle utilisait depuis mes 12 ans. Chaque fois que j'avais une opinion, une limite, une pensée qu'elle n'avait pas préapprouvée, comment je peux être, comme si exister avec une colonne vertébrale était un défaut de caractère. Elle m'a également informé que je porterais du vert sauge, pas le rose poudré que les autres demoiselles d'honneur portaient, parce que c'est mieux pour ton teint, une couleur différente, mise à part, contrôlée jusqu'au fil. J'ai raccroché et je suis restée assise dans ma cuisine pendant un long moment. J'ai pensé à chaque fête, chaque anniversaire, chaque dîner de famille où j'étais venue, souriante, jouant mon rôle. La fiable, la stable, celle qui n'avait besoin de rien parce qu'elle avait été entraînée à ne pas demander. J'avais 32 ans. Je gérais des projets de construction de 4 millions d'euros. Je coordonnais des équipes de 30 personnes. Je résolvais des problèmes sous la pression des délais chaque semaine. Et ma mère me traitait toujours comme une fille à qui il fallait dire quelle couleur porteur.
Voici ce que j'ai commencé à comprendre dans les semaines précédant le mariage. Le problème n'était pas seulement ma mère. Le problème, c'était moi, ou plus précisément, l'histoire que je portais. Je venais d'être promu chef de projet senior. Mon patron, Gérard, m'a prise à part après l'annonce et m'a dit « Vous devriez présenter le projet du domaine des collines au conseil d'administration le trimestre prochain. » Ma première pensée, je n'ai pas les qualifications pour ça. Ma deuxième pensée, d'où ça vient? J'avais les chiffres. J'avais les résultats. J'avais livré un projet en dessous du budget et en avance sur le calendrier pour la première fois dans l'histoire de notre division. Mais quelque part entre mon cerveau et ma bouche, il y avait un mur, une voix, la voix de ma mère spécifiquement, qui disait « Tu es le genre de fille qui reste dans la région. » C'est là que ça m'a frappé. Net et dur, comme si je heurtais une porte en verre. Le mensonge ne concernait pas seulement la Sorbonne. Le mensonge était structurel. Il avait tout façonné. La façon dont je me remettais en question lors des réunions. La façon dont je détournais les compliments. La façon dont je sciais chaque fois que quelqu'un me demandait où j'étais allé à l'université, comme si l'IUT et l'université de Lyon 2 étaient des confessions plutôt que des accomplissements. Si je restais silencieuse. Si je continuais à jouer le rôle que ma mère m'avait écrit. Je perdrais encore 14 ans. Je continuerais à rapetisser dans les salles de conseil. Je continuerais à m'excuser de prendre de la place. Je continuerais à vivre dans une histoire inventée par quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas me le permettre. Pas financièrement. J'étais bien financièrement, mais quelque chose de plus coûteux que l'argent était dépensé, et j'en manquais. 6 mois avant le mariage, j'avais pris une décision qui me terrifiait. Une décision dont je n'avais parlé à personne. Ni à ma mère, ni à Chloé, ni même à ma meilleure amie. Je n'étais pas encore prête à en parler, mais elle était dans mon sac. Le dîner de répétition avait lieu au club de golf la veille du mariage. Nappe pâle, bougie qui sentait la vanille. 80 personnes dans une salle prévue pour 60. Ma mère s'est levée pour porter un toast. Elle tenait sa coupe de champagne comme un sceptre. Pendant 9 minutes, j'ai chronométré sur mon téléphone sous la table. Elle a parlé du parcours de Chloé, des premiers pas de Chloé, du récital de violoncelle de Chloé à 10 ans, de l'acceptation de Chloé à l'université de Whitmore, de la carrière de Chloé, du cœur d'or de Chloé. Elle n'a pas mentionné mon nom une seule fois. Pas une seule fois en 9 minutes. J'étais assise à 1 mètre d'elle dans la robe vert sauge qu'elle avait choisie et je n'existais pas. J'ai toujours su que Chloé était destinée à de grandes choses, a-t-elle dit, les yeux brillants. Une mère le sait. La salle a applaudi. J'ai applaudi aussi, car que faire d'autre quand votre mère vous efface en public et que tout le monde regarde? Après, j'ai senti une main serrer la mienne sous la table. Ma tante Patricia, la sœur cadette de ma mère, tenait fort. Ses yeux étaient rouges. Je suis désolée, a-t-elle chuchoté. Je l'ai regardée. Désolée de quoi? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a pris une longue gorgée de champagne. Laisse tomber. Demain, je te dirai demain. Me dire quoi, Patricia? Elle a secoué la tête et a détourné le regard, mais sa main tremblait. Ta mère n'est pas celle que tu crois, a-t-elle dit si doucement que je l'ai presque manqué. Et toi non plus. Elle s'est levée et s'est dirigée vers les toilettes avant que je ne puisse répondre. Je suis restée là, les mots de ma tante résonnant dans ma tête et le toast de ma mère résonnant encore sur les murs. Quelque chose allait arriver. Je le sentais comme on sent un orage. L'air change avant que le ciel ne le fasse. À ce dîner de répétition, ma tante m'a serré la main sous la table et a chuchoté « Je suis désolée ». Et je n'avais aucune idée de ce pourquoi elle s'excusait. Pas encore. Mais je le sentais dans ma poitrine, quelque chose allait arriver. Si vous avez déjà été assise à une table de famille et que vous avez eu l'impression que tout le monde savait quelque chose sauf vous, laissez un commentaire et dites-le moi, car j'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule. Aussi, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Cette histoire est sur le point de prendre un tournant. Matin du mariage. La suite nuptiale du club de golf sentait la laque et les gardénias.
Chloé était assise devant un miroir de coiffeuse pendant qu'une maquilleuse travaillait sur ses yeux. Elle était magnifique. Vraiment, d'une beauté déchirante. Et pour un instant, j'ai tout oublié. Ferme-moi la fermeture éclair, a-t-elle demandé. J'ai tiré la fermeture éclair de sa robe, prudemment avec la dentelle. Ma petite sœur se marie. Puis Denise est entrée, un presse-papier à la main. Littéralement un presse-papier. Les fleurs doivent être décalées de 15 cm vers la gauche sur l'autel. La grand-mère d'Antoine est en fauteuil roulant, alors réarrangez la 3e rangée. Et Aurélie, tiens-toi à l'arrière pour les photos. Chloé est la mariée, pas toi. Le pinceau de la maquilleuse s'est arrêté en plein geste. Maman, a dit Chloé doucement. Quoi? Je suis pratique. Elle est plus grande. Elle bloquera la photo. Je mesure un m68. Chloé mesure un m63. 2 pouces ne sont pas un problème de blocage. C'est bon, ai-je dit. Tu vois, elle va bien. Denise s'est tournée vers son presse-papier. Oh, et souris moins pendant la cérémonie. Tu captes l'attention. Souris moins. Au mariage de ma sœur, on me disait de m'effacer pour que la salle ne me remarque pas accidentellement. La maquilleuse m'a regardé dans le miroir. J'ai rendu son regard. Nous avons partagé le genre de regard qui n'a pas besoin de mots. Le genre où un étranger voit quelque chose et décide de ne pas le dire. Chloé m'a pris la main pendant que son mascara séchait. Ignore-la. Tu es magnifique. Merci, Chloé. Je le pensais. Et je pensais au surnom, celui de quand elle avait 6 ans et moi 10, avant que notre mère ne trace une ligne entre nous et nous dise que c'était l'horizon. J'ai lissé l'arrière de son voile. Denise aboyait des ordres à la fleuriste au téléphone et j'ai pensé, ce soir, Patricia a dit, ce soir. La cérémonie était en plein air, des chaises blanches sur une pelouse, une tonnelle couverte de lierre, 120 invités disposés en rangées soignées comme un public attendant un spectacle, et ma mère s'est assurée que c'était le sien. Elle était assise au premier rang, au centre, serrant la main de Chloé avant la procession, comme si c'était elle qui la donnait. Notre père, Marc, n'était pas là. Il avait déménagé dans le sud après le divorce quand j'avais 12 ans. Denise avait géré cette sortie aussi, lentement, délibérément, jusqu'à ce qu'il se sente comme un invité dans sa propre maison et parte. Elle a dit à tout le monde qu'il avait choisi de partir. Elle n'a jamais mentionné le fait qu'elle avait changé les serrures pendant qu'il était au travail. Avant le début de la cérémonie, Denise avait déjà réécrit le programme. L'officiant a annoncé une addition imprévue, quelques mots de la mère de la mariée. L'organisatrice de mariage de Chloé a semblé confuse. Ce n'était pas dans la feuille de route. Denise a marché vers l'avant. Elle portait une robe ivoire. Pas blanche. Ivoire, juste assez près du blanc pour que l'on le remarque, juste assez loin pour que l'on ne puisse pas se plaindre sans paraître mesquin. Elle a parlé pendant 4 minutes du privilège d'élever une fille qui brille. Elle a parlé de sacrifice. Elle a parlé de longues nuits à aider aux devoirs, spécifiquement ceux de Chloé. Elle a parlé d'avoir tout donné pour s'assurer que sa fille ait toutes les opportunités. Sa fille, au singulier. Je me tenais dans la ligne des demoiselles d'honneur, en vert sauge, tenant un bouquet de roses, et je regardais 120 personnes hocher la tête tandis que ma mère décrivait une famille qui n'avait qu'un seul enfant. J'ai croisé le regard de Patricia depuis le 4e rang. Elle serrait le bord de sa chaise pliante. Sa mâchoire était serrée. Elle a secoué la tête à peine. Un signal privé que je ne comprenais pas encore. La réception s'est déplacée à l'intérieur. Table ronde, centre de table de pivoine blanche, un digidiffusant du Sinatra assez bas pour pouvoir parler. La table de la famille était près de la table d'honneur, assez près pour voir Chloé et Antoine, assez loin pour se sentir au second rang. Autour de moi, Denise, Patricia, ma grand-mère, Marthe, 82 ans, appareils auditifs aux 2 oreilles, toujours plus perspicace que quiconque ne le pensait. 2 cousins du côté de Denise, Théo et Mathis, tous 2 trop occupés par leur téléphone pour remarquer quoi que ce soit. Denise a commencé en quelques minutes. Elle s'est tournée vers Marthe et a lancé un résumé des meilleurs moments de la vie de Chloé.
Chaque accomplissement livré comme un communiqué de presse. Chloé est entrée à Whitmore du premier coup, avec le soutien total de la famille, bien sûr. Certains enfants s'épanouissent simplement quand on leur donne les bases. Elle m'a jeté un coup d'œil en disant « certains enfants ». Le phrasé n'était pas un accident. Et maintenant ce magnifique mariage. Antoine est merveilleux, le genre d'homme qui apprécie une femme ambitieuse. J'ai siroté mon eau et n'ai rien dit. J'avais pratiqué cela toute ma vie. L'art de rester immobile pendant que quelqu'un narre votre insignifiance. Patricia a versé son 3e verre de champagne, puis son 4e. Sa main n'était plus stable. Elle n'arrêtait pas de me regarder, puis Denise, puis de nouveau moi. Un triangle de regards qui s'accélérait. Denise a remarqué. Pour la première fois ce jour-là, j'ai vu quelque chose vaciller sur le visage de ma mère qui n'était pas du contrôle. C'était de l'inquiétude. Elle a regardé Patricia et a dit nonchalamment, « Patty, peut-être passer à l'eau ?» « Je vais bien », a dit Patricia trop fort. Mathis a levé les yeux de son téléphone. Marthe a incliné sa bonne oreille vers Patricia. Quelque chose se préparait à cette table, silencieux et sous pression, comme un tuyau sur le point de céder. Un cousin d'Antoine de la table d'à côté s'est penché. « Alors, Aurélie, que fais-tu ces jours-ci ? Chloé parle de toi tout le temps. » Avant que je puisse répondre, Denise a coupé court, elle fait du travail de bureau. C'est bien. Tout le monde n'est pas fait pour la voie rapide. La table est devenue silencieuse. Même Théo a levé les yeux. J'ai posé mon verre d'eau. Ma main était stable. Ma voix n'était pas forte. Je gère des projets de construction de 4 millions d'euros, maman. Je pense que je suis sur une bonne voie. Denise a agité la main. Tu sais ce que je veux dire. Chloé est au marketing chez Duval et Associés. Un domaine très compétitif. Très stressant. Elle a souri au cousin. Aurélie est plutôt une personne de l'ombre. De l'ombre, comme si j'étais une machiniste dans la vie de quelqu'un d'autre. Marthe, ma grand-mère, qui avait été silencieuse toute la soirée, que tout le monde supposait ne pas suivre entièrement la conversation, a posé sa fourchette. Denise, chut. 2 mots, prononcés comme un coup de marteau. Denise a cligné des yeux. Excuse-moi ? Tu m'as entendu. Chut. C'était la première fois, de mémoire, que quelqu'un de notre famille disait à Denise d'arrêter. Marthe avait toujours été douce. Voix douce, opinion douce, le genre de grand-mère qui envoyait des cartes avec des billets de 5 € et ne prenait jamais parti. Mais elle regardait Denise maintenant avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Fatiguée, non pas de la soirée, mais de toutes ces années. Denise s'est vite ressaisie. Elle a ri, a tapoté la main de Marthe et a dit « Maman, je suis juste honnête. » Mais la table était différente. Théo regardait. Mathis avait posé son téléphone. Le verre de champagne de Patricia était de nouveau vide et ses joues étaient rougies. Sous la nappe, j'ai senti mon sac contre ma cheville. Quelque chose y était, quelque chose que je n'avais pas prévu de montrer à qui que ce soit ce soir. Cela allait changer. 6 mois avant le mariage, j'étais assise dans ma voiture sur le parking d'une supérette, mangeant un sandwich et feuilletant mon téléphone pendant ma pause déjeuner, quand un article m'a arrêté en plein milieu de ma bouchée. L'école des études générales de la Sorbonne, le chemin de la grande université pour les étudiants atypiques. Je l'ai lu 2 fois, puis 3 fois, puis j'ai posé mon sandwich et l'ai lu une 4e fois. Études générales, un vrai diplôme de la Sorbonne, pas un certificat, pas un cours de perfectionnement, un diplôme de premier cycle complet d'une université prestigieuse. Conçu spécifiquement pour les étudiants qui avaient suivi un parcours non traditionnel, des personnes qui avaient d'abord travaillé, des personnes qui étaient allées à l'IUT, des personnes plus âgées, expérimentées, aguerries, des personnes comme moi. Je suis restée assise sur ce parking pendant 45 minutes. Ma pause déjeuner était de 30. J'allais être en retard et je m'en fichais. Cette nuit-là, j'ai commencé la candidature. 2 heures du matin, table de cuisine, écran d'ordinateur portable brillant dans l'obscurité. J'ai écrit ma dissertation d'un seul jet. Pas de plan, pas de stratégie, juste la vérité.
J'ai 32 ans. Je travaille dans la gestion de projets de construction. Je n'ai jamais cessé de vouloir ça. Je n'en ai pas parlé à ma mère. Je n'en ai pas parlé à Chloé. Je n'en ai parlé à personne parce que la dernière fois que j'avais tellement désiré quelque chose, cela m'avait été retiré. Et je n'allais donner à personne la chance de me dissuader. 2 semaines avant le mariage, la lettre est arrivée, acceptation progressive, une enveloppe épaisse avec le blason bleu de la Sorbonne dans le coin. Je l'ai ouverte dans ma voiture. Même parking de supérette, saison différente. Et j'ai lu la première ligne et j'ai pleuré si fort que je ne pouvais pas voir la seconde. J'ai plié la lettre, les glissé dans mon portefeuille et les porter avec moi tous les jours. J'avais prévu d'en parler à Patricia au mariage. C'était la seule personne à qui je pouvais confier quelque chose d'aussi fragile. Je n'avais aucune idée que la lettre allait devenir tout autre chose. La veille du mariage, après le dîner de répétition, après l'hommage de 9 minutes de Denise à sa fille unique, Patricia m'a entraînée dans le couloir de l'hôtel, elle sentait le champagne et le regret. « J'ai quelque chose à te dire », a-t-elle dit. Sa main était sur mon bras, serrant plus fort qu'elle ne le réalisait. « D'accord, dis-moi. Demain après la cérémonie. »« Je ne peux pas. Pas ce soir. Pas avec ta mère à 6 mètres d'ici. Patricia, tu me fais peur. » Elle m'a regardée et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de ma tante. La culpabilité. Pas le genre anodin. Pas le genre, j'ai oublié ton anniversaire, le genre profond, le genre qui vieillit une personne de l'intérieur. Ta mère n'est pas celle que tu crois, a-t-elle dit. Et toi non plus. Je l'ai fixée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps, et je ne l'ai pas fait, et je dois vivre avec ça. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Demain, je le promets. Elle a serré mon bras une fois de plus et est partie, ses talons claquant sur le carrelage, disparaissant au coin vers les ascenseurs. Je suis restée dans ce couloir pendant un long moment. Je connaissais Patricia. C'était une professeure de français au lycée. Elle était prudente avec les mots. Elle ne disait pas des choses qu'elle ne pensait pas, et elle ne s'effrayait pas facilement. Quoi qu'elle portait, cela avait du poids. Je suis retournée dans ma chambre d'hôtel et je me suis allongée sur le lit, entièrement habillée, fixant le plafond. Ces mots tournaient en boucle, ta mère n'est pas celle que tu crois, et toi non plus. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas une seule heure. Je suis restée allongée à écouter la machine à glaçons ronronner à travers le mur, attendant que demain révèle ce qu'il retenait. Matin du mariage, avant la suite nuptiale, avant le presse-papier, avant que Denise ne me dise de moins sourire. Je me suis assise au bord du lit de l'hôtel et j'ai ouvert mon portefeuille. La lettre de la Sorbonne était là, pliée en 3, légèrement ramollie au pli d'avoir été portée partout pendant 2 semaines. Je l'ai dépliée et j'ai lu le premier paragraphe pour la 20e fois. Chère mademoiselle Fournier, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admise à l'École des études générales de la Sorbonne pour le semestre d'automne 2026. J'ai passé mon pouce sur le blason bleu. C'était à moi, pas donné, pas hérité, pas approuvé par le presse-papier de Denise Fournier. À moi. Gagné sur le parking d'une supérette à 2 heures du matin par une femme qui avait passé 14 ans à monter un escalier qu'on lui avait dit être une impasse. J'avais prévu d'en parler à Patricia aujourd'hui, de la prendre à part après les toasts, de lui montrer la lettre, de laisser quelqu'un partager cela avec moi. C'était la seule personne de ma famille qui m'avait jamais regardé comme si je valais plus que ce que ma mère décidait. Je ne savais pas encore ce que Patricia allait me dire. Je ne savais pas que la lettre dans mon portefeuille allait entrer en collision avec un secret de 14 ans. Je savais juste que c'était à moi, et je la portais près de moi. Comme on porte quelque chose de précieux dans une pièce pleine de gens qui pourraient ne pas comprendre sa valeur. J'ai plié la lettre, l'ai glissée dans mon portefeuille, j'ai mis le portefeuille dans mon sac, et j'ai fermé la fermeture éclair. Puis je me suis habillée, j'ai conduit jusqu'au club de golf et je suis entrée au mariage de ma sœur, portant la preuve que je n'étais jamais la fille que ma mère disait que j'étais. Je ne le savais pas encore. Le toast de la réception a commencé à 19h30. Le témoin d'Antoine a commencé. Un discours drôle et maladroit sur les colocataires et les pâtes brûlées.
Tout le monde a ri. Chloé rayonnait. Puis Denise s'est levée. Elle avait changé de tenue pour la réception. Une veste de couleur crème sur un chemisier de soie, des perles à son cou. Elle a pris le microphone du DJ comme si elle l'avait attendu toute la journée. Elle l'avait probablement fait. Être mère, a-t-elle commencé, est le travail le plus difficile du monde, surtout quand on le fait seul. Elle a fait une pause pour les faits. Elle était douée pour les pauses. Pendant 6 minutes, elle a raconté à la salle son parcours, le divorce, les sacrifices, les nuits passées à la table de la cuisine à aider aux devoirs, les week-ends passés à conduire au récital et aux compétitions, les candidatures qu'elle avait examinées, les dissertations qu'elle avait corrigées. Chaque exemple concernait Chloé. Absolument chaque. J'ai tout donné pour offrir le meilleur à mes filles, a-t-elle dit. Et le pluriel sonnait comme une formalité, un mot qu'elle avait inclus pour que personne ne puisse l'accuser d'avoir oublié. Puis elle a regardé Chloé et ses yeux se sont remplis de larmes. De vraies larmes ou une performance si rodée que cela n'avait pas d'importance. Chloé, tu es ma plus grande réussite. Elle m'a regardé directement en disant cela. A maintenu mon regard pendant 2 secondes entières. Assez longtemps pour que je sente le coup de couteau. Assez longtemps pour que la femme de la table d'à côté se penche vers son mari et chuchote, elle a 2 filles, n'est-ce pas? La salle a applaudi. J'ai applaudi aussi. Mes mains ont bougé automatiquement, comme elles avaient été entraînées à bouger pendant 32 ans, applaudissant la version de ma mère de notre famille, celle où j'étais une note de bas de page. Certains enfants sont nés pour briller, a dit Denise, tenant toujours le micro. D'autres sont nés pour regarder. Elle s'est assise. Le DJ a recommencé Sinatra, et Patricia a attrapé la bouteille de champagne. J'ai repoussé ma chaise et j'ai quitté la salle de réception, longeant le couloir moquetté, passant devant les toilettes, par une porte latérale vers le parking. Je me suis tenue à côté d'une benne à ordures derrière le club de golf et j'ai pressé mes paumes à plat contre le mur de briques et j'ai respiré. D'autres sont nés pour regarder. Elle l'avait dit dans un microphone devant 120 personnes au mariage de son autre fille. Je voulais partir. Je voulais monter dans ma voiture et rentrer chez moi et verrouiller la porte et ne plus jamais m'asseoir à cette table. Je voulais en finir, mais je pouvais le voir. La version de cette nuit où je partais. Ma mère au brunch le lendemain matin, secouant la tête tristement, Aurélie est partie tôt. Elle a toujours été jalouse de Chloé. J'ai essayé de l'inclure, mais elle a tout ramené à elle. Vous savez comment elle peut être. Si je partais, elle gagnait. Elle réécrirait l'histoire avant que j'atteigne l'autoroute. Et j'ai pensé à Chloé, ma sœur, ma vraie sœur. Pas le trophée de Denise, pas l'enfant prodige, mais la fille qui avait fermé la fermeture éclair de ma robe de bal et m'avait laissé des messages vocaux pour mon anniversaire qui commençaient par « Salut Kiki ». Chloé n'a pas fait ça. Chloé ne méritait pas que son mariage soit la nuit où sa sœur s'en allait. Je suis rentrée. Je me suis assise. Patricia m'a attrapé la main sous la table dès que je suis revenue. Sa prise était féroce. Je ne peux plus garder ça, a-t-elle dit. Sa voix était épaissie par le champagne et quelque chose de plus dur. Le son d'une décision prise. Pas après ce qu'elle vient de dire. Garder quoi? Patricia a regardé Denise, qui acceptait les compliments sur son discours, puis de nouveau moi. La vérité. Denise s'est à nouveau calée dans sa chaise, lissant sa serviette. La femme d'un cousin lui disait que le discours était si émouvant. Denise disait, « Eh bien, j'ai juste parlé avec mon cœur. » La voix de Patricia a traversé la table comme un verre qui se brise. « Tu sais que ta mère a caché cette lettre, n'est-ce pas? » Tout s'est arrêté. Les fourchettes ont marqué une pause. Les coupes de champagne se sont figées à mi-chemin. Théo a levé les yeux. Mathis s'est tourné. Patricia me regardait directement. Ses yeux étaient mouillés, sa mâchoire serrée, et sa voix était stable pour la première fois de la nuit. La stabilité de quelqu'un qui a enfin cessé de se battre contre elle-même. On le savait tous. Je ne pouvais pas bouger. Quelle lettre? Ta lettre de la Sorbonne. Tu as été acceptée, Aurélie. Tu es entrée à la Sorbonne.
Elle l'a retirée de la boîte aux lettres et l'a jetée. La table est devenue silencieuse. Pas le genre de silence poli. Le genre sans air. Le genre où l'on entend la glace se déposer dans les verres d'eau. Je me suis tournée vers ma mère. Est-ce vrai? Denise a pris son verre de vin. Elle a pris une gorgée lente. Elle l'a posé. Et puis elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas expliqué. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas pleuré, ni bégayé, ni détourné le regard. Elle a posé son verre de vin, a redressé ses perles et a dit « Oh, Patricia, tu as toujours été dramatique. » Marthe a mis sa main sur sa poitrine. La bouche de Théo était ouverte. Mathis avait son téléphone à la main, mais ne le regardait pas. « Denise, » a dit Patricia, sa voix montant. « Dis-lui la vérité. » Ma mère m'a regardée, calme, sans ciller. Le même visage qu'elle avait fait quand elle m'avait dit que rien n'était arrivé par la poste. « C'était il y a 14 ans, » a-t-elle dit. « Laisse tomber. » Je n'ai pas laissé tomber. « As-tu jeté ma lettre d'acceptation de la Sorbonne ?» Je l'ai dit clairement. Pas de tremblement, pas de larmes. J'avais besoin que les mots atteignent chaque oreille à cette table, et ils l'ont fait. Denise m'a regardé comme elle m'avait toujours regardé, mesurant, calculant, décidant quelle part de réalité elle permettrait dans la pièce. Et puis elle a souri, « Tu n'aurais pas tenu un semestre. » Les mots ont frappé la table comme une gifle. Marthe a inspiré brusquement. Théo s'est penché en arrière sur sa chaise. Patricia a fermé les yeux. Elle ne le niait pas. Elle le défendait. 14 ans de silence. Et sa réponse n'était pas « Je suis désolée » ou « J'ai eu tort ». C'était « J'ai eu raison de le faire ». Les invités aux tables voisines s'étaient tus. L'onde se propageait, les têtes se tournaient, les conversations s'arrêtaient, la musique du DJ était soudain trop forte pour une pièce qui avait cessé de parler. Je suis restée parfaitement immobile. 14 ans à croire que je n'étais pas à la hauteur se sont brisés comme une coquille d'œuf, et en dessous se trouvait quelque chose que je n'avais pas attendu. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Cela viendrait plus tard dans ma voiture à 2 heures du matin sur l'autoroute du retour. À ce moment-là, j'étais lucide, plus lucide que je ne l'avais jamais été de ma vie. Parce que ma mère venait de confirmer ce que j'avais fui depuis mes 18 ans. J'étais à la hauteur. La Sorbonne avait dit oui. L'univers ne m'avait pas remise à ma place. Ma mère l'avait fait, et j'avais quelque chose dans mon sac qu'elle ne connaissait pas. J'ai tendu la main, j'ai ouvert le sac, j'ai senti le papier plié entre mes doigts, les plis doux, son poids, le blason bleu que j'avais tracé avec mon pouce 100 fois. Je l'ai sorti, et c'est là que le sourire a disparu. Elle a souri. Ma mère m'a regardé dans les yeux, a admis qu'elle avait détruit mon avenir, et elle a souri. 14 ans à croire que je n'étais pas à la hauteur, et c'était un mensonge qu'elle avait construit délibérément. En ce moment, si cette histoire vous touche réellement, je vous demande d'appuyer sur le bouton « J'aime », car ce que j'ai sorti de mon sac ensuite est la partie que j'attendais de vous raconter. Restez avec moi. J'ai posé l'enveloppe sur la table entre mon verre d'eau et le vin de ma mère. Université de la Sorbonne, le blason bleu, l'adresse rue des Écoles, Paris. Poids officiel, papier officiel. J'ai postulé à l'école des études générales de la Sorbonne il y a 6 mois, ai-je dit. Ma voix était calme, comme elle l'est lorsque je dirige une réunion de chantier et que la livraison de béton a 4 heures de retard et que tout le monde panique sauf moi, seul, avec ma propre dissertation, avec mon propre argent. J'ai déplié la lettre et l'ai posée à plat. Et j'ai été acceptée. La table ne respirait plus. La main de Marthe est passée de sa poitrine à sa bouche. Patricia pleurait, non pas les larmes de champagne maladroites de tout à l'heure, mais des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage sans un bruit. Théo s'est penché pour lire l'entête de la lettre. Mathis a pris son téléphone et l'a posé à nouveau comme s'il ne savait pas quoi faire de ses mains. Et Denise a fixé la lettre. Le sourire était parti. Pas lentement, pas par étapes. Disparu comme si quelqu'un avait éteint une lumière derrière son visage. Ses yeux sont passés du blason au texte,
à mon nom imprimé sur la première ligne. Et je l'ai regardée assimiler la seule chose qu'elle avait passé 14 ans à s'assurer qu'elle n'arriverait pas. Je ne savais pas que tu avais volé ma première chance, maman. J'ai gardé les yeux sur elle. J'ai postulé parce que je le voulais, pas à cause de toi. Malgré toi. Elle n'a rien dit. Ses doigts ont tressailli contre la nappe. Tu m'as dit que je ne tiendrais pas un semestre, ai-je dit. J'ai pris la lettre, l'ai tenue pour qu'elle puisse voir le sceau. La Sorbonne n'est pas d'accord. La femme de la table voisine, celle qui avait chuchoté, elle a 2 filles, n'est-ce pas, a porté sa serviette à sa bouche. Denise n'avait toujours pas parlé. Denise s'est ressaisie comme elle le faisait toujours, en changeant de cadre. Elle s'est redressée. Elle a lissé sa veste et a déployé sa plus vieille arme. Tu es en train de gâcher le mariage de ta sœur. Sa voix était contrôlée, mais il y avait une tension maintenant. Le son d'une femme habituée à diriger le navire et qui le sent soudainement virer. C'est exactement pourquoi tu as gâché ce moment, maman, pas moi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Tu as choisi de sourire. C'est une affaire de famille privée. Elle a regardé autour de la table, les cousins, Marthe, Patricia, cherchant une alliée, n'en trouvant aucune. Non, Denise. La voix de Patricia était rauque mais claire. Tu l'as rendu public quand tu as fait ce discours sur ta plus grande réussite. Pendant que ton autre fille était juste là. La bouche de Denise s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Patricia n'avait pas fini. Elle l'a mérité, Denise. Elle l'a mérité à 18 ans. Et elle l'a mérité à nouveau maintenant. Tu l'as volé. Assume-le. L'onde avait atteint les tables au-delà de la nôtre. Je pouvais sentir les regards. Je pouvais entendre le changement. Le faible murmure d'une pièce qui se recalibrait. Le son de 120 personnes mettant à jour leur compréhension de la femme en veste crème et perles. Denise a serré le bord de la table. Tu fais une scène. Tu as fait la scène, ai-je dit. Il y a 14 ans devant une boîte aux lettres. Ses yeux ont darté de gauche à droite. Elle cherchait une sortie, un moyen de recadrer, la version de cette conversation où elle était la victime. Je pouvais l'avoir essayé de la construire en temps réel. Les larmes, la lèvre tremblante, l'après tout ce que j'ai fait pour cette famille, mais la table regardait. Et pour la première fois de ma vie, la pièce n'y croyait pas. Chloé est apparue au bord de notre table. Elle était toujours dans sa robe de mariée, la traîne rassemblée sur un bras, son voile repoussé. Quelqu'un l'avait prévenue. Antoine se tenait quelques pas derrière, main sur sa cravate, la posture universelle d'un homme qui ne sait pas s'il doit rester ou partir. C'est vrai? Sa voix était fine, tendue. Maman, tu as jeté sa lettre? Denise a tendu la main vers le bras de Chloé. Ma chérie, ne faisons pas ça maintenant. Chloé s'est retirée. Tu l'as fait? J'ai fait ce qui était le mieux pour cette famille. La réponse a mal atterri, et Denise le savait. Je pouvais le voir à la façon dont elle clignait des yeux. Trop vite. Recalculant. Chloé s'est tournée vers moi. Tu es entrée à la Sorbonne à 18 ans? J'ai hoché la tête. Elle m'a dit que tu n'avais même pas postulé. La voix de Chloé s'est brisée. Elle a dit que tu ne voulais pas d'université. Elle a dit que tu étais contente de rester dans la région. J'ai laissé cela s'installer. J'ai laissé Chloé entendre l'écho du mensonge de notre mère dans sa propre bouche et ressentir ce que cela sonnait. Je n'étais pas contente, ai-je dit doucement. Je ne savais juste pas qu'il y avait une autre option. Chloé a couvert sa bouche avec sa main. La dentelle de sa manche a tremblé. Je ne savais pas, Aurélie. Je jure que je ne savais pas. Je me suis levée et j'ai serré ma sœur dans mes bras. Elle tremblait. Son voile a effleuré mon menton. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit. Je sais. Par-dessus l'épaule de Chloé, j'ai vu Antoine me faire un signe de tête une fois. Un petit geste solide d'un homme qui venait de voir sa nouvelle belle-mère se défaire à son propre mariage et qui choisissait de se tenir du bon côté. Chloé s'est détachée,
a essuyé ses yeux et s'est tournée vers Denise. Sur quoi d'autre as-tu menti? Denise n'a pas répondu. Denise s'est levée. Elle a pris sa pochette, une petite chose de couleur crème qui correspondait à sa veste. Parce que même en crise, Denise Fournier était coordonnée. Je pars. Vous avez tous fait votre choix. Elle a dit cela comme si c'était elle qui subissait un tort, comme si elle était la protagoniste sortant d'une pièce ingrate. Elle avait déjà fait ça. Menacée de partir comme si c'était une punition. Entraîner la famille à paniquer à l'idée de son absence. La voix de Marthe l'a arrêtée. Assieds-toi, Denise. Ma grand-mère, 82 ans, un M50, appareils auditifs aux 2 oreilles. Elle avait été douce toute sa vie. Carte d'anniversaire avec des billets de 5 €, appel téléphonique qui commençait par « Comment va ma fille ?» Les mains les plus douces de n'importe quelle pièce. Elle n'était pas douce maintenant. Assieds-toi et écoute ta fille. Denise a figé, sa pochette dans une main et sa dignité dans l'autre. Elle a regardé Marthe comme une adolescente regarde un parent qui a trouvé le bulletin caché. Surprise, acculée, à court d'arguments. Elle s'est assise. La table était silencieuse. La pièce autour de nous s'était dégarnie. Certains invités s'étaient dirigés vers la piste de danse. D'autres regardaient de loin. Verres de champagne tenus comme des boucliers. Mais notre table était maintenant le centre de gravité, et tout le monde à celle-ci le savait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas énuméré de griefs. Je n'ai pas pleuré. Je ne demande pas d'excuses, ai-je dit. J'ai arrêté d'en avoir besoin il y a longtemps. Denise a levé les yeux. Je veux juste que tu saches que tu ne m'as pas arrêté, maman. J'ai plié la lettre de la Sorbonne et l'ai glissée dans mon portefeuille. Tu m'as retardé. J'ai laissé le mot s'installer. Retardée, pas détruite, pas vaincue. Retardée. 14 ans, ai-je dit. Et je continue. Marthe a tendu la main à travers la table et a posé sa main sur la mienne. Bien ma fille, a-elle dit. Bien ma fille. Je n'ai pas demandé d'excuses parce que j'avais appris quelque chose sur les excuses des gens comme ma mère. Ce ne sont pas des aveux, ce sont des outils. Elle s'excuserait comme elle faisait tout, stratégiquement, avec des conditions, d'une manière qui en ferait en quelque sorte l'héroïne. Je n'étais pas intéressée par sa performance. J'étais intéressée par mes limites. Je commence à la Sorbonne en septembre, ai-je dit, non pas à la table, mais à Denise. Je ne répondrai pas à tes appels d'ici là. Quand je serai prête à parler, je te contacterai. Tu ne peux pas juste, je peux et je le fais. Elle a rouvert la bouche et je l'ai vue. La machinerie, la façon dont son cerveau construisait déjà le récit qu'elle raconterait à ses amis demain, Aurélie a fait une scène au mariage. Aurélie m'a humiliée devant la famille. Elle a toujours été difficile. Vous savez comment elle peut être. Mais les témoins étaient toujours à table, et ils avaient tous entendu les mêmes mots que moi. Je me suis tournée vers Chloé, qui se tenait à côté d'Antoine, le mascara traçant de fines lignes sur ses joues. C'est ton mariage, Chloé. Je t'aime. Je vais rester pour votre première danse. Et puis je partirai. D'accord? Chloé a hoché la tête. Elle m'a pris la main et l'a serrée fort, comme elle le faisait quand elle avait 6 ans et que nous traversions un parking. D'accord, a-t-elle dit. J'ai regardé Denise une dernière fois. Elle était assise très immobile, sa pochette sur la table, sa serviette froissée dans son poing. Je ne te punis pas, maman. Je me protège. Elle n'a pas répondu. Je n'avais pas besoin qu'elle le fasse. Je me suis assise. Patricia m'a versé un verre de champagne, le premier que j'avais bu de la nuit. Nous avons trinqué sans un mot. Le DJ est passé à une chanson lente. Chloé et Antoine ont marché vers la piste de danse. La première danse était « At Last » d'Etta James. Chloé avait toujours aimé cette chanson. Elle la jouait dans sa chambre sur un haut-parleur portable quand elle avait 16 ans, chantant dans une brosse à cheveux.
La regardant danser avec Antoine sous les guirlandes lumineuses, je me suis souvenu de la fille qui se faufilait dans ma chambre à minuit pour demander si les garçons l'aimaient aussi. Je me tenais au bord de la piste de danse, mon champagne intact. Patricia est apparue à côté de moi. Elle sentait le champagne et le soulagement. J'aurais dû te le dire il y a des années, a-t-elle dit. Elle ne me regardait pas. Elle regardait Chloé. Tu me l'as dit ce soir, c'est ce qui compte. Elle a menacé de me couper les ponts si je disais quoi que ce soit. Elle m'a dit qu'elle dirait à la famille que je mentais. La voix de Patricia était stable maintenant, vidée du poids qu'elle avait porté. J'ai essayé de te donner des indices au fil des ans. J'ai demandé si tu avais déjà pensé à postuler ailleurs. Tu disais toujours, à quoi bon? Je me suis souvenu de ces conversations. Je me suis souvenu d'avoir pensé que Patricia était insistante. Je suis désolée, Aurélie. Je sais que c'est fait. Elle est restée silencieuse un instant, puis, regardant la piste de danse, tu vas vraiment à la Sorbonne? J'ai tapoté mon sac. Vraiment. Elle a ri. Un son court et humide. Puis elle s'est penchée et a dit quelque chose qui a réorganisé les 32 dernières années de ma vie en 3 secondes. Ta mère a postulé à la Sorbonne aussi, juste après le lycée. Elle n'a pas été acceptée. Je me suis tournée pour la regarder. Elle ne te l'a jamais dit, a dit Patricia. Elle ne l'a dit à personne. Mais j'ai trouvé la lettre de refus dans son placard quand nous étions adolescentes. Elle l'a brûlée. Et puis elle a fait semblant de n'avoir jamais voulu y aller. J'ai regardé Denise de l'autre côté de la pièce. Elle était assise seule à la table de la famille, fixant le centre de table. Pour la première fois, je n'ai pas vu une méchante. J'ai vu une blessure. J'ai serré Chloé dans mes bras au bord de la piste de danse. Elle m'a tenue plus longtemps qu'il ne fallait. Je suis désolée pour ce soir, ai-je dit. N'ose même pas t'excuser. Elle s'est retirée et m'a regardée avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de l'admiration exactement. De la reconnaissance. Tu es entrée à la Sorbonne 2 fois. J'ai souri. Oui. Va être brillante. Elle a redressé mon col. Un geste si tendre qu'il m'a presque brisé. Et appelle-moi quand tu y seras. J'ai promis que je le ferai. J'ai trouvé mon manteau, mon sac, mes clés. J'ai traversé le hall, passant devant le livre d'or et les photos de fiançailles encadrées, devant le service de voiturier, et les guirlandes lumineuses qui clignotaient encore sur le porche. L'air d'octobre a frappé mon visage, et je l'ai respiré jusqu'à ce que mes poumons me fassent mal. Ma voiture était garée à l'extrémité du parking. Je me suis assise sur le siège conducteur et j'ai sorti la lettre de la Sorbonne de mon portefeuille. Le plafonnier a rendu le blason bleu presque argenté. Je l'ai relu, pas comme je l'avais lu sur le parking de la supérette, frénétique, incrédule, terrifié que ce soit une erreur. Cette fois, je l'ai lu comme elle était censée être lue, par une femme qui l'avait toujours méritée. J'ai appelé ma meilleure amie, Delphine. Elle a décroché à la 2e sonnerie. J'ai ma réponse, ai-je dit. À quelle question? À toutes. J'ai démarré la voiture. Le club de golf a rétréci dans mon rétroviseur, les lumières de la réception brillant toujours derrière les rideaux. Quelque WFI part à l'intérieur, ma mère était assise seule. Quelque part à l'intérieur, ma sœur dansait. J'ai pris la route départementale et j'ai roulé vers l'est, vers la maison, vers septembre. Mais les retombées, elles ne faisaient que commencer. Les retombées n'ont pas explosé. Elles se sont infiltrées. En 48 heures, l'histoire avait parcouru toutes les branches de l'arbre généalogique. Non pas parce que je l'avais raconté. Je n'ai appelé personne. Patricia a raconté tous les détails à Marthe cette nuit-là, et Marthe, qui avait passé 82 ans à être silencieuse, a pris son téléphone le lendemain matin et a appelé chaque frère, sœur, nièce et neveu qu'elle pouvait joindre. 3 des cousins de ma mère m'ont appelé. Non pas pour potiner, mais pour confirmer. Nous avons toujours senti que quelque chose n'allait pas, a dit ma cousine Linda. Elle parlait de Chloé comme si elle élevait une prodige.
Elle parlait de toi comme si tu étais une locataire. Mon oncle Franck, ta grand-mère est furieuse. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu autant honte d'un de ses enfants. Ma mère m'a appelé 11 fois en 3 jours. Je n'ai décroché aucune fois. Ces SMS racontaient toute l'histoire de son effondrement interne. Lundi, appelle-moi. Nous devons en discuter comme des adultes. Mardi, tu es puérile, Aurélie. Mercredi matin, très bien. Je dirai à tout le monde que tu as inventé ça. Mercredi après-midi, après que Marthe ait déjà passé ses appels, silence. Elle n'a plus envoyé de SMS. La conséquence mesurable, Denise a été retirée du comité de planification de la réunion annuelle de Noël de la famille, un rôle qu'elle occupait depuis 30 ans. Tante Linda a pris le relais. Personne n'a voté. Personne ne l'a annoncé. Le groupe de discussion a simplement été créé sans le numéro de Denise. Et quand elle l'a découvert, elle a appelé Marthe. Marthe lui a dit, « Tu as menti à ton enfant pendant 14 ans, Denise. Tu peux te reposer pour celle-ci. » Elle n'a pas été exilée. Elle n'a pas été désavouée. Elle a été repositionnée. Déplacée du centre vers la marge, la même place où elle m'avait maintenue toute ma vie. La symétrie ne m'a pas échappé. Chloé a appelé 5 jours après le mariage. Sa voix était comme si elle avait parlé pendant des heures ou pleuré pendant des jours. Probablement les deux. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où maman nous a comparés, a-t-elle dit. Et j'ai juste accepté. Je n'ai jamais demandé pourquoi tu n'étais pas partie à l'école. Je n'y ai même jamais pensé. Tu avais 14 ans quand c'est arrivé, Chloé. Tu ne savais pas, j'ai 28 ans maintenant. J'aurais dû demander. Nous avons parlé pendant 2 heures. Ce fut la plus longue conversation que nous ayons jamais eue. La première où rien n'était modifié, rien n'était adouci, rien n'était acheminé via la version des événements de notre mère. Chloé m'a raconté des choses que je ne savais pas. Que Denise lui avait dit que je n'avais postulé dans aucune université de 4 ans. Que Denise avait dit, j'étais contente d'une vie simple. Qu'à chaque fois que Chloé réalisait quelque chose, Denise le présentait comme une preuve de la supériorité de Chloé plutôt que de l'effort de Chloé, transformant ses accomplissements en armes contre moi sans le consentement de Chloé. J'étais son trophée, a dit Chloé. Je pensais être sa fille, mais j'étais son trophée. Tu es sa fille, ai-je dit. Tu n'es juste pas la seule. Elle a posé la question que j'attendais. Tu vas vraiment à la Sorbonne ? L'orientation est en août. Elle était silencieuse. Puis maman m'a appelé aussi. Elle a dit que tu l'avais agressée au mariage. Je lui ai dit que ce n'était pas ce qui s'était passé. Qu'a-t-elle dit ? Elle m'a raccroché au nez. J'ai laissé cela s'installer. Denise perdait l'enfant prodige. Non pas parce que Chloé me choisissait elle plutôt qu'elle, mais parce que Chloé choisissait la vérité plutôt que l'histoire. Je t'aime, Kiki, a dit Chloé avant de raccrocher. Je t'aime aussi, Chloé. C'était la première fois depuis des années que les mots ne semblaient pas compliqués. Août, quartier latin, les portes de l'université de la Sorbonne. Je me tenais sur le trottoir devant le bâtiment des lettres avec un cordon autour du cou et un sac fourre-tout rempli de documents d'orientation, entouré de personnes moitié moins âgées que moi et 2 fois plus sûres d'elles. Un jeune à côté de moi, peut-être 19 ans, était en appel vidéo avec ses parents, leur montrant le campus. Sa mère pleurait. Son père levait le pouce. J'ai rangé mon téléphone. L'orientation des études générales était séparée. Nous nous sommes rassemblés dans une salle de séminaire. 32 adultes avec 32 raisons différentes d'être là. Un officier de marine à la retraite, une mère célibataire de 3 enfants, un gars qui avait passé une décennie comme cuisinier de ligne et avait décidé qu'il voulait enseigner l'histoire. Une femme de mon âge qui avait été hygiéniste dentaire et s'était réveillée un matin en pensant « Non. Je n'étais pas la plus âgée. Je n'étais pas la plus inhabituelle. J'étais pour la première fois de ma vie d'adulte exactement là où je devais être. » La conseillère pédagogique s'est tenue à l'avant et a dit quelque chose qui a atterri dans ma poitrine et y est resté « Vous avez votre place ici. C'est pourquoi nous vous avons admise. » 7 mots.
14 ans de retard, mais juste à temps. J'ai pensé à ma mère, à la table de la cuisine en 2012 et aux brochures d'IUT à côté de mon bol de céréales. Aux mots qu'elle aurait pu dire si elle avait été la mère dont j'avais besoin au lieu de celle que j'ai eue, vous avez votre place ici. C'est pourquoi nous vous avons admise. Après l'orientation, je me suis tenue devant les portes et j'ai pris une photo. Ciel bleu, vieille pierre, le blason que je portais dans mon portefeuille depuis des mois, maintenant au-dessus de ma tête, gravé dans le mur. J'ai envoyé la photo à Chloé et Patricia. Je ne l'ai pas envoyée à Denise. La première semaine de cours, une lettre est arrivée à mon appartement, manuscrite, 2 pages. L'écriture de ma mère, la même cursive penchée qu'elle utilisait sur les listes de courses et les cartes d'anniversaire et les brochures d'IUT qu'elle avait laissées sur mon lit. Je me suis assise sur mon canapé et je l'ai lu. Ce n'étaient pas des excuses. C'était une explication. Ou plus précisément, c'était une défense. Tout ce que j'ai fait, c'était pour maintenir cette famille unie. Tu ne comprends pas les sacrifices que j'ai faits. Tu ne sais pas ce que c'était d'être une mère célibataire avec 2 filles et aucun soutien. J'ai fait des choix difficiles, pas parfaits, mais difficiles. Elle n'a jamais utilisé les mots « je suis désolée ». Elle n'a jamais dit que j'avais eu tort. Elle a utilisé les mots « sacrifice » 4 fois, « ingrate » 2 fois. En bas, un post-scriptum, PS. J'ai reçu ta lettre des études générales transférée à ma maison par erreur. Je ne l'ai pas ouverte cette fois. J'ai fixé cette ligne. Je ne l'ai pas ouverte cette fois. Comme si la retenue était la même chose que le remords. Comme si ne pas répéter un crime était la même chose que le regretter. J'ai plié la lettre. Je ne l'ai pas brûlée. Je ne l'ai pas déchirée. Je n'ai pas répondu. Je l'ai mise dans un tiroir sous une pile d'anciennes déclarations de revenus. Et j'ai fermé le tiroir. Puis j'ai pris mon sac à dos et je suis allée à mon premier cours. Introduction à la pensée politique américaine. Salle Richelieu, 9h10. Je me suis assise au 3e rang. J'ai pris des notes. J'ai levé la main 2 fois. Je ne devais pas ma colère à ma mère. Je ne lui devais pas mon pardon. Je me devais un semestre à la Sorbonne et j'allais le faire compter. Je ne ferai pas semblant que c'était facile. J'avais 32 ans, travaillant à temps partiel en tant que chef de projet à distance tout en ayant une charge de cours complète. J'étudiais dans le métro. Je déjeunais à la bibliothèque. J'ai refusé des happy hours et des voyages de week-end et chaque invitation qui commençait par « juste pour cette fois ». Le programme des études générales était conçu pour des gens comme moi, des adultes qui avaient gagné leur retour, qui comprenaient la valeur d'une place en classe parce qu'ils avaient passé des années en dehors. Mes camarades de classe étaient des vétérans, des parents, des personnes en reconversion professionnelle, des immigrants, des gens qui ne prenaient pas une seule conférence pour acquise. À la fin du semestre, j'ai vérifié mes notes en ligne à 23h. Assise dans la même cuisine où j'avais autrefois rempli la candidature à l'IUT. Moyenne générale de 14,8/20. Mention au tableau d'honneur. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis restée là dans l'obscurité, la laissant s'installer. Elle a dit que je ne tiendrais pas un semestre. J'ai été mentionnée au tableau d'honneur. J'ai envoyé une photo du relevé de notes à Chloé. Elle a répondu en 30 secondes. Je suis tellement fière de toi, Kiki. En majuscule. 3 points d'exclamation. Une série d'émojis que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer mais que je comprenais parfaitement. Patricia a envoyé des fleurs le lendemain. La carte disait « 14 ans de retard, mais juste à temps ». J'ai mis les fleurs sur ma table de cuisine. La même table, la même cuisine, mais tout le reste différent. Ma mère n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de SMS. Elle n'a pas envoyé de carte. Je lui avais dit que je la contacterais quand je serais prête, et elle n'avait pas testé la limite. Que ce soit du respect ou de l'entêtement, je ne pouvais pas dire. Avec Denise, cela avait toujours eu la même apparence. Je n'étais pas encore prête. Je ne le serais peut-être pas avant longtemps, mais j'étais exactement là où je devais être.
Après la fin du semestre, j'ai écrit un email à ma mère, pas un SMS, pas un appel téléphonique, un email, parce que j'avais besoin de distance, et j'avais besoin que ce soit écrit. Maman, je suis prête à avoir une relation avec toi, mais cela commence par l'honnêteté, pas par des excuses, pas par « j'ai fait ce qui était le mieux », pas par « tu ne comprends pas mes sacrifices ». Tu m'as pris quelque chose. Tu as pris ma lettre d'acceptation. Tu l'as jetée. Et tu m'as dit que je n'étais pas à la hauteur. Tu m'as regardé croire ce mensonge pendant 14 ans. Tu m'as regardé lutter avec ça à chaque dîner, chaque fête, chaque appel téléphonique où tu me rappelais que Chloé était en avance et que j'étais en retard. Quand tu pourras dire ça, vraiment le dire sans en faire un discours sur toi-même, je répondrai à tes appels. La porte est ouverte, maman. Mais tu dois la franchir honnêtement. Aurélie. Je l'ai lu 4 fois avant d'appuyer sur envoyer. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allée courir. Elle n'a pas répondu. Cela fait 3 mois. Elle ne répondra peut-être jamais. Et j'ai dû l'accepter. Je ne peux pas contrôler si Denise Fournier change. J'ai passé 32 ans à essayer de gagner son approbation, à essayer d'être assez bonne, à essayer de rester assez petite pour qu'elle me remarque sans se sentir menacée. Rien de tout cela n'a fonctionné. Non pas parce que je n'étais pas assez, mais parce que sa capacité à me reconnaître n'a jamais été à propos de moi. C'était à propos d'elle. Je ne peux pas guérir sa blessure. Je peux seulement empêcher qu'elle ne saigne sur moi. Certains jours, cela ressemble à la liberté. Certains jours, cela ressemble à du chagrin. La plupart du temps, cela ressemble aux deux. Comme se tenir sur un pont entre qui j'étais et qui je deviens, regarder dans les 2 directions et choisir de continuer à avancer. Je ne vous raconte pas cela pour que vous me plaigniez. J'avais de la nourriture sur la table. J'avais un toit. J'avais une sœur qui m'aimait. Même si aucune de nous ne comprenait le tableau complet avant récemment. Ma vie n'était pas tragique. Elle a été redirigée. Et cette redirection m'a coûté quelque chose que je ne peux pas calculer. 14 ans d'un chemin différent, d'un réseau différent, d'une version différente de moi-même. Mais je vous raconte cela parce que je pense que certains d'entre vous portent une version de ce mensonge en ce moment. Peut-être que votre mère vous a dit que vous n'étiez pas assez intelligente. Peut-être que votre père a dit que vous ne réussiriez jamais dans ce domaine. Peut-être qu'un professeur vous a radié, ou qu'un partenaire vous a convaincu que vos rêves étaient trop grands, ou que quelqu'un en qui vous aviez confiance a décidé de votre plafond pour vous, et vous vivez sous lui depuis. Ils avaient tort. Et voici la partie que j'ai mis 32 ans à apprendre. Vous n'avez pas besoin qu'ils l'admettent. Vous n'avez pas besoin de leurs excuses. Vous n'avez pas besoin de leur permission. Vous n'avez pas besoin qu'ils regardent une lettre avec un blason bleu et disent « Je suis désolé. J'ai eu tort ». Il vous suffit d'arrêter de les croire. Je ne suis pas allée à la Sorbonne pour prouver à ma mère qu'elle avait tort. J'y suis allée parce que je méritais d'y aller. La fille qui a écrit cette dissertation de candidature à la bibliothèque municipale après son service chez Marco, elle méritait d'y aller. La femme qui a construit une carrière dans la gestion de projets de construction sans que personne de sa famille ne dise « Je suis fière de toi ». Elle méritait d'y aller aussi. Quelle que soit votre Sorbonne, le diplôme, la carrière, le déménagement, la limite, la conversation que vous repoussez depuis des années, allez-y. Il n'est pas trop tard. Il n'a jamais été trop tard. La seule personne qui décide de votre plafond, c'est vous. Voici où j'en suis maintenant. Je suis dans mon 2e semestre à l'école des études générales de la Sorbonne. Je travaille toujours à temps partiel en tant que chef de projet. Il s'avère que gérer un calendrier de construction de millions d'euros est une excellente formation pour gérer une charge de cours universitaire. Mon conseiller dit que je suis en bonne voie pour obtenir mon diplôme en 2 ans et demi. Je considère une mineure en urbanisme parce que la fille qui est tombée amoureuse des plans chez une entreprise de construction veut comprendre pourquoi les villes fonctionnent comme elles le font. Chloé et moi dînons une fois par mois, parfois à Paris. Parfois, elle monte jusqu'au quartier latin et nous mangeons de la nourriture thaïlandaise bon marché sur le boulevard Saint-Michel. Et elle me raconte Antoine et l'appartement qu'ils rénovent et le chien qu'ils ont adopté.
Un bâtard nommé Biscuit qui mâche tout. C'est la meilleure période que notre relation ait jamais connue. Honnête, sans filtre, sans tableau des scores. Patricia est sobre depuis le mariage. Elle dit qu'elle a arrêté de boire le lendemain matin, que quelque chose s'est débloqué quand le secret est sorti. Elle m'envoie un SMS chaque lundi, vas-y à fond cette semaine. Je réponds avec un pouce levé et un emoji café. C'est notre truc. Et Denise. Ma mère ne s'est pas excusée. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas appelé. Elle ne fera peut-être jamais aucune de ces choses. Et j'ai fait la paix avec ça. Ou je suis en train de faire la paix avec ça. Ce qui est une façon plus honnête de le dire parce que ma valeur n'a jamais été la sienne à décider. Ça ne l'a jamais été. Et la fille qui a fourré 63 € en billets froissés de 5 dans une enveloppe et a envoyé son rêve à Paris. Elle le savait. J'ai juste oublié pendant un certain temps. Il y a 14 ans, une lettre a été jetée. Mais la fille à qui elle était adressée, elle est toujours là.